Je m'appelle Sophie Derouet, je suis directrice générale de Next Formation. Donc on va effectivement s'intéresser ce soir à la réforme. Le focus qu'on a décidé de faire, c'est un focus qui va être sur certains dispositifs de financement. La loi, elle est en cours de déploiement. Il y a effectivement les grands principes qui ont déjà été actés. Il y a une quarantaine de décrets qui sont sortis sur les 80 qui étaient prévus lorsque la loi avait été pensée. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui ne sont absolument pas définitifs, il y a des sujets qui vont encore évoluer. Donc le prisme qu'on a choisi ce soir, c'est vraiment de faire un point sur les grandes thématiques. Donc pour commencer, le CPF, le compte personnel de formation. Donc depuis la loi de 2015, chacun a vu transformer sa possibilité de formation par le biais du compte personnel de formation. Jusqu'à présent, il était en heures. Et donc depuis le 1er janvier, 1 heure est égale à 15 €. Donc vous avez la possibilité d'y accéder par le biais de votre compte d'activité, donc mon compte d'activité. Donc il est ouvert, ce CPF, à tous les actifs, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, ça c'est effectivement assez nouveau, agents publics, professions libérales ou non salariés, et conjoints collaborateurs. Donc il y a eu vraiment une ouverture sur des publics qui n'étaient pas jusqu'à présent visés et qui vont pouvoir également utiliser leurs heures de formation comme bon leur semble. Oui. On a le droit de poser des questions. Bien sûr, allez-y. Le travailleur indépendant, par exemple, oui. Il pourra avoir une vue sur son compte. Tout le monde pourra avoir une vue sur son compte. Alors oui, mais justement, c'est sur quelle plateforme? Alors la plateforme, aujourd'hui la plateforme c'est mon compte d'activité.com. Demain, en fait, à partir de la plateforme qui sera la plateforme d'inscription, qui est en cours de développement et qui est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, demain, ce sera cette plateforme qui vous permettra de gérer entièrement, qui permettra à tout un chacun de gérer entièrement son compte personnel de formation. À partir de quand? Alors, la plateforme, elle est pour l'instant en cours de développement. Les premiers tests vont plutôt se faire aux alentours du mois de février. En juillet, les organismes de formation vont être invités à intégrer leur offre. Et puis, normalement, les usagers pourront commencer à utiliser leurs droits à partir du mois d'octobre. Donc ça, c'est le calendrier qui est le calendrier actuel, sachant que, ça a l'air d'être assez compliqué. La Caisse des dépôts et consignations se rend compte du monstrueux travail qui lui a été demandé, et donc ils se mettent maintenant en ordre de marche en se disant qu'au 1er janvier, ils auront fait des tests, et donc au 1er janvier 2020, normalement tout le monde pourra utiliser facilement son CPF. D'ici là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, puisque le CPF, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser via, encore une fois, mon compte d'activité derrière lequel est hébergé le CPF. Et là, vous pouvez tout à fait continuer à faire des demandes. La spécificité de ce type de formation, c'est que la formation doit être certifiante. Ça veut dire qu'une formation que vous souhaitez réaliser 2 jours pour faire du macramé, vous ne pourrez jamais le faire avec votre compte CPF. Par contre, dès lors qu'elle sera certifiée, c'est-à-dire dès lors qu'elle sera soit à l'inventaire, qui maintenant s'appelle le répertoire spécifique, soit RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, si effectivement la formation que vous visez est inscrite et donc elle a normalement un numéro CPF, dans ce cas-là, vous pourrez effectivement la faire financer. D'accord? Donc ça c'est effectivement quelque chose d'assez spécifique, sachant que désormais, vous pouvez aussi faire financer les bilans de compétences, les validations des acquis d'expérience, et puis le permis de conduire et les actions de formation pour la création et la reprise d'entreprise. Donc ça, c'est assez nouveau, ça n'existait pas jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a un rapport avec les formations Datadoc? Alors Datadoc, en fait, pas vraiment. En fait, Datadoc, c'est en fait ce qui qualifie le niveau de qualité d'un organisme de formation. Donc on en parlera un petit peu après, parce que je vous ai juste mis un petit slide sur la qualité, donc ça vous permettra d'avoir quelques éléments. Entrez, bienvenue madame. Donc on peut être Datadoc sans être RNCP et RNCP sans être Datadoc? Il n'y a strictement aucun lien. RNCP, c'est en fait le répertoire, c'est le répertoire des certifications professionnelles. C'est l'organe qui d'ailleurs maintenant est hébergé dans France Compétences, qui en fait définit
ce qui est un titre professionnel et comment il est validé. Ou une certification, donc une compétence particulière. Datadoc, c'est les organismes de formation pour pouvoir démontrer qu'ils réalisent des actions de formation dans la qualité, doivent renseigner un certain nombre d'éléments dans une plateforme, doivent apporter des preuves que les formations sont des formations de qualité. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'être certifié ou pas. D'accord. Et RNCP ou Datadoc et permettent d'être éligibles auprès de BCA. Alors effectivement, aujourd'hui les financeurs demandent pour pouvoir tous les fonds mutualisés et tous les oui en fait c'est vraiment Datadoc, c'est le financeur. Tous les fonds mutualisés ou les fonds qui viennent de l'État nécessitent d'avoir une certification qualité et donc actuellement c'est Datadoc. Mais on en parlera à la fin parce qu'effectivement avec la réforme les choses vont encore évoluer. Mais ça va évoluer qu'en 2021 et 2022, donc on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que par rapport aux grandes lignes de CPF, vous avez d'autres questions? Oui, je vous en prie. Par rapport à... Donc, vous avez dit que c'est utilisable pour les formations de création d'entreprise. Oui. Est-ce que c'est pareil, il faut qu'il y ait une certification derrière les CPF? Pas du tout. On considère que toutes les créations d'entreprise, comme la VAE, sont de facto éligibles au CPF. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas encore les modalités, on ne connaît pas encore quel va être le code à utiliser. En tout cas, c'est un nouveau principe de la réforme. D'accord. D'accord? Alors, le CPF, on n'en a pas parlé. Effectivement, c'est désormais 15 € de l'heure, avec pour une personne, un actif qui travaillerait une année entière, ça serait 500 € qui seraient qui seraient déposés sur son compte CPF. Et pour une personne qui est soit handicapée, soit qui a une qualification infra-bac, c'est-à-dire un niveau inférieur au bac, dans ce cas-là, le plafond il est de 800 € par mois. Le crédit, il est de 800 € par an, avec un plafond maximal de 8 000 € ou 5 000 € pour les autres salariés. D'accord? Ça veut dire que, au plus, une fois que vous avez acquis 500 € chaque année, au bout des 5 000 ou au bout des 8 000, vous ne pouvez plus cumuler, en tout cas, vos propres droits. Par contre, c'est bon pour vous? Par contre, vous avez la possibilité de faire en sorte que votre CPF, votre compte personnel de formation, soit abondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des priorités d'emploi, il y a des entreprises qui peuvent, dans le cadre d'un accord collectif, décider que, au lieu de donner des chèques vacances ou au lieu de donner ils peuvent décider d'abonder le CPF des salariés. Ça peut être un accord de branche, ça peut être des métiers spécifiques, ça peut être l'AGFIP pour les personnes qui souffrent d'un handicap, ça peut être le Pôle emploi, le CNAM, enfin toute personne, toute entité qui le souhaite peut effectivement abonder un CPF. D'accord? Donc on a une liste qui n'est pas exhaustive et qui permet d'avoir des compléments de... Oui. Ce qui fait pour avoir l'abondement, comment on fait? Parce qu'on ne va pas contacter l'opérateur de compétences, le CNAM, l'État. Normalement, c'est directement l'entreprise qui effectivement va abonder. Dans ce cas-là, alors là aujourd'hui, les flux sont pas encore construits. Mais à terme, effectivement, l'entreprise ou l'acteur qui a décidé d'abonder pourra le faire directement sur le compte, par le biais de la caisse des dépôts et consignations. Toujours par le biais de la caisse des dépôts et consignations. Et quand l'entreprise abonde, mais quand ce sont les autres acteurs? Pareil, ça sera la même chose. Ça sera, imaginons par exemple un demandeur d'emploi. Le Pôle emploi considère que ce demandeur d'emploi ou cette catégorie de demandeurs d'emploi est un peu trop fragilisée, donc a besoin d'avoir un peu plus de CPF pour pouvoir les inciter à rentrer en formation, et dans ce cas-là, ils peuvent le faire. D'accord? C'est l'acteur lui-même qui fait la demande. Complètement. Tout à fait. Oui. Alors après, vous pouvez être demandeur, mais là, c'est effectivement comme la mairie, par exemple. La commune peut effectivement considérer que vous êtes dans une situation où ils vont abonder votre CPF. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut déjà avoir des abondements de cette nature. La modification qui va intervenir, c'est que ça sera fluide et que les flux seront directement à partir du compte de la Caisse des dépôts et consignations. Après, on a une petite nouveauté qui n'est pas neutre, parce que une fois qu'on s'est dit ça,
pour les salariés qui effectivement n'ont pas eu d'entretien tous les 2 ans, entretien professionnel. Vous savez qu'on depuis 2015, chaque salarié a vocation à avoir un entretien professionnel tous les 2 ans et une formation minimum, donc une formation qui n'est pas une formation obligatoire. À défaut, si l'employeur ne répond pas à cette contrainte, il peut se voir imposer une pénalité de 3 000 € par salarié. Et donc les 3 000 € iront directement sur le compte du salarié concerné. Donc ça, c'est une mesure très très forte pour inciter les entreprises à former les salariés et puis surtout à rentrer dans le champ des entretiens professionnels. Donc, de la même manière qu'un salarié qui serait licencié suite à un refus d'une modification de contrat de travail résultant d'une négociation d'un accord d'entreprise pourrait également aussi bénéficier d'un abondement de 3 000 €. Et donc ça, c'est hors plafond. Ça veut dire que quelqu'un qui serait au plafond, 5 000 € ou 8 000 €, pourrait avoir un budget qui serait bien supérieur en cumulant toutes les possibilités. D'accord ? Et puis bien sûr, le bénéficiaire a toujours la possibilité de prendre une partie de la formation à sa charge, sauf s'il est demandeur d'emploi, puisqu'officiellement, un demandeur d'emploi n'a pas le droit de financer ou cofinancer sa formation. Je dis bien officiellement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, je vous en prie. Pour continuer sur la lancée de dans le cadre d'un salarié, une entreprise qui ne souhaite pas abonder, comment elle va aller solliciter les différents organismes pour essayer d'avoir une outil financière? Alors là, aujourd'hui, par exemple, un salarié qui voudrait aller voir l'OPCA ou le futur OPCO pourrait très bien aller voir, monter un dossier, voir pour essayer de trouver des fonds. De la même manière que pour une commune ou pour un acteur, il pourrait très bien aller voir la région en sollicitant une situation particulière. Oui, tout à fait. Sauf si... Alors ça, on va le voir tout à l'heure. Sauf si, éventuellement, l'État ou un organisme considère qu'il y a une population particulière qui va bénéficier d'un... Par exemple, les demandeurs d'emploi à l'heure actuelle de plus de 50 ans peuvent avoir un compte CPF à hauteur de 500 €. 500 €, pardon. Là, typiquement, Pôle emploi pourrait très bien décider que cette population particulière, ou même une branche qui pourrait dire que les personnes qui sont dans un métier qui disparaît peuvent se voir abonder leur compte CPF d'un montant, puisque maintenant c'est un montant qui reste à définir. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait libres. En tout cas, les flux le permettent. Dans la théorie, c'est quelque chose qui normalement a vocation à intervenir, et notamment par rapport à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui l'entreprise ne finance pas, mais demain, elle pourrait très bien, au rang des congés, au rang des choses un peu exceptionnelles, se voir proposer par les salariés, comment dirais-je, les syndicats ou les partenaires sociaux, le fait de devoir aussi abonder certaines personnes qui sont dans une situation un peu critique ou qui ont un niveau de diplôme d'un certain niveau. Enfin, tout est possible. Même les syndicats, ils peuvent justement faire ça? De toute façon, les partenaires sociaux ont leur mot à dire dans la politique de formation de l'entreprise. Donc ça fait partie intégrante des sujets qui les concernent. Sur la compte, ce qu'on a marqué pour un salarié qui a fait une année entière, c'était 500 € de CPF. 500 €, oui, tout à fait. Je comprends parce que dans le minimum de CPF, toutes les années, elles sont capées à 24 heures. Alors attention, jusqu'au 31 décembre 2018, c'était effectivement 24 heures par an. Par contre, ce que vous allez acquérir là pour 2019, parce que c'est 2019, vous le verrez sur votre compte au 1er janvier 2020. Enfin, 1er janvier, entendons-nous, le temps que les flux remontent, dans le premier trimestre 2020, vous aurez 500 € supplémentaires. Et jusqu'à présent, c'était 24 heures. De la même manière qu'une personne qui est en temps partiel, un temps partiel supérieur à 50%, elle aura le montant total. Par contre, une personne qui sera avec un temps partiel inférieur à 5 ans sera proratisée. Donc là aussi, c'est tenir compte de la situation de chacun et donner à chacun la possibilité d'avoir des droits pour pouvoir être formé. Je reboucle sur la slide de départ. C'est bon pour tout le monde ? Alors, on va passer maintenant sur un autre dispositif qui est le CPF de transition professionnelle. Donc, le CPF de transition professionnelle,
c'est ce qui désormais va suivre le CIF. Jusqu'à présent, les salariés avaient la possibilité d'être formés en reconversion, donc sur d'autres métiers que ceux qui sont les leurs. Donc le CIF a disparu au 31 décembre 2018 au profit du CPF de transition professionnelle. Donc aujourd'hui, le CPF de transition professionnelle, il est pour l'instant uniquement dans les textes parce que de manière très opérationnelle, les demandes de dossiers sont pas encore complètement finalisées. Cependant, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est quasiment ni plus ni moins la même chose que le CIF. Donc ça, c'est quand même rassurant. Ça veut dire qu'un salarié en CDD ou en CDI peuvent bénéficier d'un congé spécifique accordé en tout ou partie sur leur temps de travail pour pouvoir effectuer une formation qui n'est pas dans le métier dans lequel ils sont à l'heure actuelle. La prise en charge du CPF de transition sera opérée par le FONGECIF et les OPACIF en 2019, puis par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à partir de 2020. On les appelle les CEPIR. Elles sont en train d'être constituées, mais là encore, c'est la réforme qui est en train de se mettre en place pour qu'il n'y ait pas de trou d'air, pour qu'effectivement il y ait une poursuite de ce type de dispositif. C'est FONGECIF qui gère, donc ils sont très aguerris. Donc pour ça, globalement, le salarié qui veut effectivement mettre en place un CPF de transition professionnelle doit respecter un certain nombre des conditions d'ancienneté, doit bénéficier d'un positionnement préalable réalisé par l'organisme de formation qu'il aura choisi, et puis avoir une autorisation d'absence de son employeur. Donc ça, aujourd'hui, on a déjà les conditions d'ancienneté et on a déjà l'autorisation d'employeur. Donc il n'y a pas de grand changement, avec la possibilité donc soit d'avoir un refus, qui sera un refus motivé, soit d'avoir un accord, avec un recours possible donc 2 mois après le recours, et puis effectivement dans ce cas-là, alors je vous ai préparé une petite slide un petit peu plus détaillée. Donc pour pouvoir entrer dans le détail, au niveau des conditions d'ancienneté, si vous connaissiez les conditions d'ancienneté du CIF, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le salarié doit avoir au moins 24 mois d'ancienneté consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle il fait sa demande d'autorisation d'absence. Ça, c'est pour le CIF CDI, c'est pour le CDI. Et pour les personnes qui sont en CDD, on est aussi sur 24 mois d'ancienneté au cours de 5 années, les 5 dernières années, que ce soit consécutif ou pas, et donc 4 mois en CDD sur la dernière année. Donc si vous connaissez un peu le CIF, encore une fois, c'est strictement la même chose. Les seules personnes qui n'ont pas de critères d'ancienneté sont les salariés qui sont handicapés, qui peuvent faire la demande dès l'entrée en formation, ou les personnes qui ont été licenciées économiques ou pour inaptitude et qui n'ont pas suivi de formation depuis leur réembauche. Donc eux peuvent demander à n'importe quel moment à mobiliser leur CIF, leur CPF de transition professionnelle. Donc pour ça, la grande nouveauté, c'est le positionnement préalable. Donc ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire un CPF de transition professionnelle devra aller voir un organisme de formation, lequel devra réaliser un positionnement préalable qui a pour objectif d'identifier la durée du projet, vérifier que la personne dispose bien des acquis et pour pouvoir le mettre au regard du parcours et s'assurer que le parcours est bien individualisé, que la personne a la capacité de le suivre et que l'organisme de formation valide bien l'entrée potentielle en formation du stagiaire. Donc ça, c'est un nouveau document qui est en cours d'élaboration. Donc on connaît effectivement les différents items qui doivent figurer, mais on ne connaît pas encore. Oui. Mais je pense que de certaine manière, ça existe déjà, ça. Ça existe déjà, par contre, certains organismes de formation ne le font pas forcément. Oui, après, ça dépend si on devra faire à ce d'établissement. Voilà, il y a des Il y avait le devis aussi qui était intégré. Tout à fait, mais le coût de la formation, ça rentre également en ligne de compte. Et l'autorisation d'absence. Donc l'autorisation d'absence, c'était déjà pour les formations qui sont pendant le temps de travail, c'était déjà une des pièces maîtresses du dossier. Donc elle doit répondre à un certain formalisme. On doit indiquer le début de la formation, l'intitulé, sa durée, le nom de l'organisme, l'intitulé et la date de l'examen concerné. À défaut, si effectivement la demande n'est pas bien formulée, l'employeur peut la refuser. C'est le seul cas où il peut la refuser, c'est qu'elle est mal formulée. Si par contre elle est bien formulée, l'employeur ne peut que la décaler. Ça veut dire qu'en fait il ne peut pas la refuser,
Mais oui, je vous en prie. C'est la même chose que pour le site actuel. Exactement, c'est tout à fait la même chose. La seule chose qui change, c'est le délai. En fait, désormais, la demande devra être formulée 120 jours au plus tard, avant le début de la formation, si la formation est supérieure à 6 mois. Et sinon, la demande devra être formulée 60 jours avant le début de la formation. Si la formation est inférieure à 6 mois, pardon, c'est 6 mois. Ou si effectivement le parcours est à temps partiel. Oui. Est-ce que c'est aussi valable pour les agents du secteur public? Les agents du secteur public ne rentrent pas encore dans ce dispositif-là. Par contre, c'est en train d'évoluer. De la même manière que pour le CPF, c'est pareil, c'est en train d'évoluer aussi. Donc, c'est en cours. Mais on n'a pas de date. Oui. Pour le travail, Oui. il y a toujours des formules possibles. Alors, sur le hors temps de travail, de toute façon, il n'y a pas d'autorisation d'absence de l'employeur puisqu'il n'est pas concerné. Par contre, il y a la seule possibilité qu'on ait, ouais, Émilie. En résumé, pour la formation en temps de travail, il va falloir passer par du CPF. Simplement parce que le FONGECIF refuse en fait désormais de prendre le relais dans le sens où ça fait en fait un double congé. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le congé de transition professionnelle et de l'autre côté vous avez le congé parental ou le congé longue maladie. Deux congés en simultané ne collent pas. Donc la seule possibilité de mettre en place le CPF de transition professionnelle si vous êtes en arrêt de maladie, c'est d'interrompre votre arrêt de maladie au moment du projet de formation financé par le CPF de transition. Jusque-là, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Dispositif qui n'était pas le site, mais qui était bien la formation hors temps de travail et ce dispositif n'existe plus. Sachant que de toute façon, c'est toujours l'employeur qui fera l'avance des fonds, en tout cas pour l'instant, et donc il y a quand même un lien avec l'employeur, donc ça c'est des petites modalités qui changent. Sur les franchises, donc on a un nouveau mode de calcul des franchises, ça veut dire que quand quelqu'un... Oui. Juste une petite remarque avant de passer peut-être sur l'absence autorisée. Jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, en fait l'employeur pouvait refuser une première fois. Il pouvait reporter une première fois, il ne pouvait pas refuser. Refuser, et donc vous pouviez resoumettre une demande 6 mois plus tard. En fait, jusqu'à 9 mois, mais c'est un report. Il ne pouvait pas la refuser. C'est ça. La formation. Mais par contre, il pouvait la reporter. Si effectivement, donc là les règles sont les mêmes que pour le CIF aujourd'hui, c'est si effectivement le nombre de salariés qui sont en formation dépasse un certain quota, et si, donc là on a exactement les mêmes règles. Mais par contre, il ne peut que reporter. Le seul moyen de refuser, c'est si la demande n'est pas complète. Est-ce qu'on ne se calme pas aussi en fonction des accords entreprises pour le délai d'absence? Si, bien évidemment. Enfin, encore une fois, s'il est plus contraignant ou pour lequel des deux, c'est toujours celui qui bénéficie aux salariés. D'accord. Et là, c'est pareil. Pour le CIF, c'était déjà la même chose. On a les mêmes règles. On a exactement la continuité. Ce qui change un petit peu, c'est ce que je vous disais, la franchise. Donc, la loi Avenir Professionnel, c'est une loi qui normalement vise à faire en sorte que chaque salarié puisse régulièrement mettre à jour ses compétences, aller chercher de nouvelles compétences pour pouvoir être toujours employable. En tout cas, c'est l'esprit de la loi, c'est faire en sorte que régulièrement, chaque salarié puisse se remettre en question, acquérir de nouvelles compétences et évite, au bout de 20 ans, 30 ans, d'être mis un peu de côté parce que est devenue un peu en décalage avec les nouvelles spécificités d'un métier. Donc, oui. Du coup, c'est quand même, ça revient. C'est de la responsabilité du RH de parler de... Parce que les salariés, tout ce qui est d'ordre de formation, tout ce qui est du ressort de la formation, ils ne sont pas forcément très bien avancés. Ils ne savent pas. Et ça, c'est pour ça qu'on verra cet aspect de la réforme avec les conseillers en évolution professionnelle. Et c'est comme ça qu'ils en veulent à leur manager ou à leur RH parce que leurs compétences sont obsolètes. Oui. Voilà. Alors après, là, on est effectivement dans le cadre du CPF de transition professionnelle, c'est de dire que on n'est pas sur un emploi pendant 20 ans, 30 ans. Ça veut dire que là aussi, régulièrement, la personne peut avoir envie de changer de métier. C'est tout à fait possible. Donc désormais, en fait, la franchise correspondra à 10 fois la durée du dernier projet de transition professionnelle. Donc en fait, une personne qui aurait suivi 2 mois de formation, elle aurait 20 mois de franchise. Donc pendant 20 mois, elle ne pourrait pas demander une nouvelle formation
dans le cadre de ce dispositif, avec un minimum de 6 mois et un maximum de 6 ans, ce qui était déjà, bon an mal an, les règles jusqu'à présent avec le CIF. C'est le délai de carence en fait. C'est ça. C'est un délai entre deux demandes. Pour la rémunération du salarié, comment ça se passe? Alors là, madame, vous êtes très forte. Sur la rémunération du salarié. La prise en charge du CPF de transition professionnelle, on l'a dit, hein, c'est d'abord les OPACIF, ensuite les CEPIR, c'est les frais pédagogiques, les frais de validation des compétences et des connaissances, c'est-à-dire les examens, les frais annexes, la rémunération et les charges légales et conventionnelles. Donc, la spécificité cette année, c'est toute personne qui veut faire un CPF de transition va déjà commencer à se voir fonctionner son CPF de transition, son CPF. Ça veut dire que voilà, vous avez des fonds sur votre CPF, automatiquement, la priorité, ça va être de commencer par vous les préserver pour pouvoir financer une partie du CPF. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui n'aurait pas de droit sur son CPF n'aurait pas droit au CPF de transition. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, dans ce cas-là, par priorité, ça sera prélevé. En tout cas, ça contribuera au financement de votre formation. La rémunération, c'est dans la mesure où le salaire de référence, c'est-à-dire une année pleine pour un salarié en CDI et puis 4 mois pour un salarié en CDD. Donc le salaire de référence, s'il est inférieur ou égal au SMIC, ça sera 100% de la rémunération. Si par contre le salaire de référence dépasse ce montant, dans ce cas-là, ce sera 90% de la rémunération dans la limite de 1200 heures pour une année de formation. Et au-delà de 1200 heures, eh bien, ce sera 60% de la rémunération. D'accord ? Et le petit point, c'est qu'effectivement, le bénéficiaire du congé doit évidemment communiquer auprès de son employeur ses attestations d'assiduité. À défaut, il peut remettre en cause et perdre sur le bénéfice de son congé et de sa prise en charge. Donc ça, c'est quand même un élément important. C'est un point de vigilance sur lequel c'est important de communiquer. Donc l'entreprise continue de payer le salarié. L'entreprise continue de payer le salarié. Le salarié continue à bénéficier de ses droits. Donc s'il a effectivement, s'il est représentant du personnel, il continue à être représentant du personnel. Il acquiert des congés, il acquiert de l'ancienneté, il acquiert absolument tout. Et il a une protection sociale au même titre que tous les salariés. Et c'est le CPIR au passif qui vient en gros sur l'entreprise. Exactement. Donc pour l'année prochaine, donc ce sera l'entreprise qui va faire l'avance des fonds et qui sera remboursée par le fonds GESIF, donc ce qui est comme avant. Et à partir de 2020, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce sera directement la Caisse des dépôts qui paiera l'entreprise. D'accord ? Donc il n'y a plus d'avance de trésorerie sur ces sujets-là. Donc pour les petites entreprises, encore une fois, il y a quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Juste une question. Là, oui. Concrètement, les modifications, c'est le fait que la mobilisation des droits CPF soit obligatoirement fonctionner, tout à fait. Les valeurs sur les salaires qui changent aussi un petit peu. Ouais, un petit peu, qui sont modifiées. Et sinon, pour le reste, non. Le reste, c'est la même chose. Foncièrement, en fait, le positionnel va changer et souvent le refus est dû au fait que les OPACIF n'ont pas assez de budget pour financer la plupart des... Alors surtout en fin d'année l'année dernière, où effectivement ça a été effectivement criant, mais ils ont eu plus de 30% de demandes en plus par rapport à la période habituelle pour un budget équivalent. Autant dire qu'ils ont été victimes de leur succès. Il y a un espoir sur l'année. En tout cas sur l'année, ils savent que ça va commencer doucement parce qu'il va falloir que chacun s'approprie ces nouveautés, il va falloir que chacun remonte des dossiers et donc pour les personnes qui ont des projets de formation de transition professionnelle, je vous conseille de commencer à bâtir votre demande le plus rapidement possible pour pouvoir faire partie des premières commissions. Clairement, les premières commissions, ils vont pouvoir financer un maximum. Alors après, ils vont garder, comme les années précédentes, des objectifs et des priorités pour l'année. Il y aura des publics qui vont être plus prioritaires que d'autres, il y aura des situations qui seront appréciées différemment en fonction de la situation individuelle de chaque demandeur. Mais là, ils seront pleins de budget là. Et ils n'ont pas encore commencé. Les premières commissions ne sont pas encore arrêtées. Je vous en prie. Une petite question. Ce petit bonheur que là, actuellement, un fonds GESIF ne pourrait pas objecter un salarié que
sa demande de formation est dépendante du plan de formation entreprise. Elle serait obligée d'aller vers un CPF. Alors, un plan de formation entreprise, ça veut dire qu'en général, l'entreprise, elle va vous financer une formation dans le métier dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas en reconversion. Là, c'est une formation sur un nouveau métier, avec toujours pareil, une obligation d'être CPF, donc il faut que ce soit diplômant, enfin certifiant, ce qui n'est pas forcément le cas d'une plan de reconversion, mais dans le cas où le FONGECIF a estimé que c'était pas une reconversion, mais que c'était du devoir de l'employeur de financer. Oui. Là, du coup, de toute façon, est-ce que ça veut dire qu'avec cette nouvelle réforme et sous le dispositif CPF transition, l'argument ne pourra pas être celui de c'est un employeur de financer? Ils garderont les mêmes types de justificatifs. Maintenant, les demandes qui seront revues dans ce cadre-là, moi je conseille à quelqu'un qui aurait eu un refus de revoir un petit peu la façon dont elle présente son projet et pour éviter de passer à côté d'une acceptation. C'est la façon dont vous le présentez qui va aussi conduire le FONGECIF à vous mobiliser des fonds ou pas. Oui. En tant que conseiller, vous, le vrai motif qu'on voyait sur les refus employeurs, justement pour les motifs d'autres modalités. Le terme exact, c'est d'autres modalités financières peuvent être mises en œuvre pour prendre en charge votre projet. C'est bien ça? Exactement. C'était soit qu'effectivement on était sur une évolution de poste, soit que d'une manière ou d'une autre, dans votre courrier de motivation, vous indiquiez que votre employeur vous soutenait, voire même pouvez-vous proposer quelque chose dans ce nouveau métier? Absolument pas. J'ai eu un contact ensuite avec quelqu'un de FONGECIF qui m'a confirmé le fait suivant. C'est à votre employeur de financer que c'est la responsabilité. Et pour quel projet exactement? Un projet privé personnel. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard si vous souhaitez. Donc Émilie, qui est conseillère, pourra complètement vous renseigner à l'issue. Madame, oui, vous souhaitez. Concernant en fait le refus, par expérience, alors il y a soit des dossiers qui vont au gouvernement, donc oui. ne pas hésiter à faire le recours. Oui. Parce que parfois il suffit qu'au moment où vous ayez déposé votre dossier, que ça passe en commission, ils n'aient pas les budgets disponibles et qu'il y ait complètement. Et souvent, quand on travaille dans une grande entreprise qui, effectivement, dans notre professionnel, a la possibilité de vous former, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils votent en touche en vous disant abattez-vous auprès de votre employeur. Oui, après, il y a quand même des financements de personnes qui travaillent dans des grands groupes. Des formations, mais effectivement, si vous êtes dans en fonction de la transition que vous souhaitez faire, etc., c'est un peu associé à l'activité de l'entreprise. On vous dira toujours de vous orienter vers tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les freins en fait. Non, après, encore une fois, il y a, le CIF, c'était 43% des dossiers qui étaient financés, 80% pour les personnes en CDD. Donc il y avait quand même près d'un dossier sur deux qui était financé. Bon, après, ça dépend aussi des organismes de formation. Ils auront exactement les mêmes possibilités de refus, puisque les règles, c'est eux qui les communiquent. Par contre, c'est toujours pareil, il y aura la possibilité de faire un recours dans les 2 mois de la décision. Décision qui sera motivée. Alors aujourd'hui, on pourra peut-être avoir un télescopage entre CPF et CPF de transition, parce que là encore, on a un nouveau dispositif qui peut permettre, avec des abondements, de financer une formation qui peut être considérée comme étant un peu une évolution, pour un peu que la personne ait suffisamment de fonds pour la financer. Ça peut être une possibilité qui sera ou pas choisie par le FONGECIF, pardon. Ou les OPACIF. Je parle de FONGECIF, mais il y a aussi les OPACIF. Comment on peut savoir combien est valorisé notre CPF? Alors si vous allez sur votre compte personnel de formation, mon compte d'activité, vous allez l'avoir en montant et en heure. Là, pour les premiers mois, ils ont décidé jusqu'à la mise en application de l'application d'avoir les deux niveaux. Donc c'était pas le cas? C'était pas le cas, non. C'est applicable que depuis le 1er janvier 2019. D'accord. Et donc là, normalement, si vous avez une lecture qui est directe, nombre d'heures et montant. Et pareil, juste pour rajouter, pour les gens parce que la personne de l'emploi a posé la question, pour les gens qui sont du secteur public, c'est complété. Oui. Ouais. Oui, par contre, les conditions de mobilisation sont encore un peu... C'est appliqué, Ouais. Et donc, c'est pareil, chaque année, ils estiment qu'ils ne pourront pas forcément le faire au 1er janvier, mais dans le premier trimestre, il y aura automatiquement la valorisation de l'acquis de l'année précédente. Est-ce que c'est bon pour le CPF de transition? Oui.
on va faire juste un petit focus sur l'apprentissage. Alors l'apprentissage, en fait, je vous donne juste quelques éléments. L'apprentissage, ça reste l'apprentissage. Ce qui change majoritairement, c'est le fait qu'on reste jeune jusqu'à 30 ans, là où précédemment on l'était jusqu'à 25. Ça veut dire que ça ouvre des possibilités de formation par l'apprentissage à des personnes un peu plus âgées. Depuis 2010, donc à partir du 1er janvier 2019 et dans les mois qui vont venir, en fait, on va avoir une disparition des CFA qui ne sont plus financés par les régions. Et il va y avoir une ouverture du marché avec une possibilité pour des entreprises, pour des organismes d'ouvrir un CFA en fonction de la demande et en fonction des besoins du marché, puisqu'en fait, ce qui nécessite l'ouverture d'un CFA ou d'une session de CFA, c'est qu'il faut qu'il y ait un marché de l'emploi qui nécessite un groupe d'apprenants pour pouvoir rentrer sur le marché du travail. À partir de 2020, chaque contrat d'apprentissage sera financé selon un coût fixé par branche et par diplôme. Donc là, ça sera fini des tarifs ça sera effectivement imposé par France Compétences et les branches. Donc ça sera communiqué par les OPCO. Et puis, à partir de 2022, tous les CFA devront obligatoirement être certifiés. Pour pouvoir rentrer en formation dans les nouveautés, on n'a plus l'obligation d'attendre la rentrée du mois de septembre-octobre. Donc tout au long de l'année, les apprentis pourront rentrer en formation. Ils auront la possibilité de moduler le contrat. Là encore, on est sur la personnalisation et faire en sorte que le contrat d'apprentissage ne soit permis que sur certaines compétences. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. La rémunération des jeunes est revalorisée de 30 €. Donc il faut savoir que c'est un pourcentage du SMIC. Et la possibilité de partir à l'étranger est désormais possible. Sur le modèle de ce que font les compagnons, sur le modèle des Erasmus, on peut maintenant faire une partie de sa formation à l'étranger. Désormais, une aide est possible pour accéder au permis de conduire. Donc il y a une aide de 500 € qui permet à tout apprenti d'avoir un permis. Il y a le versement d'une aide financière unique pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais uniquement pour les petits niveaux, infra-bac, contre 3 auparavant. C'était un peu compliqué, donc là ils sont en train de simplifier. La durée minimale de la formation n'est plus d'une année, mais elle est maintenant de 6 mois. Donc là, il y a effectivement un rapprochement de tout l'apprentissage vers le contrat de professionnalisation. Je ne sais pas si vous connaissez le contrat de professionnalisation. Les règles sont vraiment de plus en plus proches. Et puis, il y a une rupture facilitée du contrat sans avoir à passer par les prud'hommes. Donc, il y a une saisie d'un médiateur avec des délais à respecter, mais il n'y a plus cette obligation avec cette difficulté pour l'employeur ou le jeune de rompre son contrat. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit focus, parce que bon an mal an, ça ne change pas grand-chose. L'apprentissage, ça reste de la formation par alternance, avec l'obligation d'avoir une entreprise et un maître d'apprentissage pour pouvoir tutorer la formation. Par contre, on a une nouveauté. C'est Pro A, donc on reste dans le domaine de l'alternance, et c'est un dispositif qui remplace la période de professionnalisation. Donc jusqu'à présent, les salariés qui étaient en contrat en CDI avaient la possibilité d'être formés par l'alternance au sein de l'entreprise. Cette possibilité est désormais révolue par le biais de la période de professionnalisation. Par contre, la Pro A prend le relais à partir du 1er janvier 2019, mais uniquement pour les salariés qui ont une qualification inférieure à la licence. Ça veut dire que là où la période de professionnalisation pouvait financer un niveau 1, un niveau master, désormais c'est plus possible. C'est uniquement pour les salariés qui ont un niveau licence ou qui ont un niveau inférieur et qui veulent aller jusqu'au niveau licence. Au-delà, c'est plus possible. Donc dans ce cas-là, la certification doit bien évidemment être RNCP, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, elle doit être reconnue. Et le salarié va faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail qui précisera les modalités soit de la reconversion, soit de la promotion par la voie de l'alternance. Hein, puisque maintenant, il y a deux possibilités. Une entreprise qui a un type de métier qui disparaît de l'entreprise a la possibilité de proposer Pro A à ses salariés pour pouvoir être formés
sur un nouveau métier. Et donc, il y a effectivement un type de contrat, un avenant qui se met en place avec des modalités qui sont calquées sur le contrat pro, tant sur les horaires que sur les grands principes. Mais ça, il n'y a pas de limite d'âge en fait, c'est pas comme... Il n'y a aucune limite d'âge, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. La seule limite, c'est le niveau de diplôme à l'entrée. La durée, en fait, elle est comprise, donc elle est comprise entre 6 et 12 mois, mais elle peut être allongée à 24 mois pour des personnes qui sont sur des petits niveaux. Là encore, la loi a pour objectif de former et de prioriser la formation des personnes en fragilité. Donc ça peut aller jusqu'à 24 mois. Comme pour le contrat pro, les enseignements théoriques, c'est-à-dire dans le centre de formation, doivent représenter 15 à 25% maximum de la durée totale de l'avenant. Donc ça, c'est déjà le cas, hein, parce qu'il y a déjà effectivement un effet théorie-pratique en entreprise. Oui. Non, parce que le contrat de professionnalisation perdure. C'est la nouvelle période de professionnalisation. C'est un petit peu différent en fait. Là, c'est vraiment pour les salariés. Le contrat pro, c'est plus pour des personnes qui vont intégrer une entreprise, qui sont souvent en CDD. Bon, il y en a qui sont en CDI, mais c'est quand même assez marginal. Avec un CIF, alors avec un CPF de transition. Alors le CPF de transition, en fait, c'est pas de l'alternance. C'est de la formation continue, mais qui peut être quand même, qui peut être alternée, mais bon, pas dans les mêmes conditions. Il n'y a pas cette obligation de 25%. On est effectivement dans un cadre un peu différent. Et puis il y a, sinon sur le fond, ce qui change, oui, c'est vraiment le type de contrat. Bien souvent, en fait, les salariés qui veulent faire une formation type CPF de transition ont rarement dans leur entreprise de métier visé. Enfin, ça peut arriver, mais là encore, on va se retrouver confronté avec la possibilité de switcher sur un autre dispositif de financement. Donc, il reste l'obligation de tuteur. Hein, donc, l'employeur doit désigner parmi ses salariés un tuteur chargé d'accompagner le bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance. Et les règles du tutorat sont exactement les mêmes que celles du contrat de professionnalisation. Est-ce que vous avez des questions sur PROA ? Oui. C'était au niveau des conditions du niveau du diplôme, oui. Il faut être inférieur à une licence. Oui. Ça, c'est pour les conditions d'entrée. Oui. Mais est-ce qu'on peut donc envisager de préparer un bac plus 4, un bac plus 5 ? Pas du tout. Ah. On ne peut préparer qu'un niveau maximum, c'est licence. Ah oui, d'accord. Donc la condition pour entrer, c'est licence. C'est licence ou inférieure. Ah oui. Et la condition de sortie, c'est pas plus que licence. Ah oui. C'est ce qui change en fait par rapport à la période de professionnalisation. Alors, juste pour faire un tout petit point sur les autres dispositifs. Donc le contrat de professionnalisation perdure, donc il change pas fondamentalement. On voit apparaître la formation, les actions de formation en situation de travail, la FEST. Donc ça, c'est des actions qui sont nouvelles, dont on ne connaît pas forcément tous les contours, même s'il y a un premier décret qui est paru. La préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective, persiste et donc reste dans le paysage des formations possibles en 2019, tout comme la validation des acquis de l'expérience. Les contrats de sécurisation professionnelle sont aussi prolongés pour 6 mois jusqu'en juin. Et puis, le plan de développement des compétences, qui est le nouveau plan de formation des entreprises, et aussi, reste évidemment une des modalités possibles d'accès à la formation. D'accord ? Alors, l'idée maintenant, c'était, au-delà des dispositifs, de faire un petit focus sur le conseil en évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un interlocuteur qui est chargé d'accompagner toutes les personnes qui le souhaitent dans la construction de leur projet professionnel. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de formations qui sont disponibles, de modalités de formation qui sont disponibles. Tout un chacun n'a pas forcément connaissance
des éléments dont ils peuvent, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir monter leur projet de formation. Et ça, c'est le rôle du conseil en évolution professionnelle. Donc tous les actifs peuvent bénéficier de ce conseil, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, agents publics, travailleurs, non salariés, sachant qu'aujourd'hui, en fait, on a 4 grands acteurs qui interviennent pour les demandeurs d'emploi et qu'il y a des appels d'offres qui ont été lancés par France Compétences pour pouvoir nommer des opérateurs en charge de l'accompagnement des salariés. D'accord? Donc ça va arriver dans le courant de l'année et ça sera financé par France Compétences également. Donc ils ont comme obligation de communiquer régulièrement auprès des actifs sur leur rôle, sur l'accompagnement qu'ils peuvent être amenés à proposer, et la prestation reste totalement gratuite pour le demandeur. D'accord? Donc c'est effectivement par ce biais-là, de la même manière que dans le cadre des entretiens professionnels, l'entreprise, l'employeur aura l'obligation d'évoquer le conseiller en évolution professionnelle. Ça fera partie de ces règles pour les années à venir. Qui ne sera pas forcément de l'entreprise. On ne sera jamais de l'entreprise. On appellera mais par contre, voilà. Compétences pour dire on a besoin d'un conseil. Alors en fait, aujourd'hui, on a la PEC, on a Cap Emploi, on a la mission locale, et il y aura des nouveaux opérateurs qui vont être désignés par France Compétences. Ils sont en train de monter les dossiers puisque ça se passe par appel d'offres, et puis on va avoir un annuaire en fait des conseillers en évolution professionnelle, tout comme on l'avait jusqu'à présent. La nouveauté, c'est qu'il y en a beaucoup plus, ou bien c'est ça. Leur mission ne change pas? Leur mission ne change pas. Par contre, il y a bien 2 publics identifiés, demandeurs d'emploi et salariés. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce qu'on considère qu'il y a des modalités d'accès à la formation qui peuvent être un peu différentes. Pour les demandeurs d'emploi, il y a effectivement l'AIF aujourd'hui, l'aide individuelle à la formation. Il y a la FPR aussi. Et puis à côté de ça, il y a les formations conventionnées. Pour le salarié, évidemment, cette partie-là n'existe pas. Par contre, il y en a d'autres. Il y a effectivement le plan de développement des compétences, effectivement tout ça. Donc il faut savoir que cette année, si effectivement une entreprise décidait de mettre au plan de sa formation une formation qui serait certifiante, qui serait éligible au CPF, elle aurait la possibilité, sous couvert d'accord de ses partenaires sociaux, de la déclarer comme étant une formation pour tous, et de faire en sorte que toutes les personnes qui rentreraient dans la formation se verraient ponctionner d'une partie de leur CPF pour pouvoir la réaliser. Ça, c'est nouveau aussi, ça fait partie des choses que l'entreprise va pouvoir actionner pour pouvoir mettre en place un plan de formation. En fait, le début, c'est une entreprise qui veut aussi former ses salariés à des formations éligibles au CPF, peut le faire un peu en masse, et dans ce cas-là, s'appuyer sur le CPF du salarié pour pouvoir cofinancer la formation. On n'a pas forcément acquis ses droits au CPF dans l'entreprise. Non, pas du tout. Mais voilà, et donc du coup, il doit y avoir un accord du salarié qui effectivement reconnaît que oui, il souhaite faire cette formation, mais que... Pardon ? Qui est propre à l'entreprise. Oui, c'est propre à l'entreprise, c'est un accord d'entreprise. Donc c'est évidemment avec les partenaires sociaux, mais c'est une modalité qui existe désormais. L'entreprise peut se servir de votre CPF pour pouvoir cofinancer une action de formation. Et si on veut. Alors ça, après, ça sera le jeu avec votre employeur. Alors l'employeur, s'il veut pas, de toute façon, l'employeur est libre. L'employeur est ne veut pas quoi cofinancer ou nous laisser alors ça, on est sur un autre dispositif que le CIF, que le CPF de transition. Moi, par exemple, si moi je suis en entreprise et que je vais faire un congé individuel, oui, un CPF de transition, alors il ne peut pas vous le refuser, il peut vous le reporter avec un délai maximal de 9 mois, mais il ne peut pas vous le refuser. Et après, il a l'obligation de vous réintégrer dans l'entreprise à l'issue de la formation. Après, c'est à vous de négocier le fait que ce serait bien qu'à l'issue, vous puissiez partir. Mais c'est de la négociation. Tous les employeurs ne sont pas... Par contre, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser un CPF de transition. Mais il se refuser de prendre en charge le déplacement éventuel par rapport à la prise en charge. S'il y a effectivement un déplacement éventuel. Tout à fait. Oui, complètement. Alors, la petite nouveauté, je voulais en parler juste quelques instants, c'est les certifications, vous les avez connues jusque-là, depuis 1969, ça ne nous rajeunit pas.
avec un niveau qui était un niveau 5, un niveau 4. Donc 4 c'était un niveau bac, 3 bac plus 2, un niveau 2 et un niveau 1 pour les niveaux master. Ça c'était avant. Parce que ça change. Donc désormais, la nouvelle nomenclature est basée sur le droit européen. Et donc, elle est complètement à l'inverse. Donc, le niveau 1, c'est les socles de base. Donc, le socle de compétences, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui peut avoir un CLEA, par exemple. Le niveau 2, c'est effectivement un niveau un petit peu plus important, mais c'est un niveau dans lequel la personne n'est pas autonome et ne peut pas prendre d'initiative. Et puis, on va jusqu'au niveau 7 et 8, sachant que, donc, jusque-là, on a des équivalences qui ont été déjà actées. Pour le 7 et 8, en fait, France Compétences se donne jusqu'en début 2020 pour pouvoir redonner sa copie, puisque on va jusqu'au master et au doctorat, et donc il va falloir que tous les niveaux 1, il les échelonne sur cette nouvelle échelle. Donc ça c'est nouveau, donc soyez pas étonnés si effectivement avant vous aviez un niveau 1, mais demain votre niveau 1 il n'a pas du tout les mêmes valeurs. D'accord? Donc là le niveau 6 c'est pas forcément le maximum aussi? Non, c'est 8. Il y a 8 niveaux. Par contre, le niveau 7 et le niveau 8, là, on est sur du niveau 1. Mais c'est encore un peu flou et il se donne jusqu'à l'année prochaine pour pouvoir communiquer. Ce tableau-là, c'est inscrit et ce sera pour avant ou après, au-dessus ou en dessous. Alors, le niveau 2, en fait, aujourd'hui, on est, le niveau 6, il n'y a pas de niveau 6. Par contre, il y a un niveau 1 et c'est le socle de base. Ça a déjà été acté. Après le niveau 2, en fait, on a une définition sur le niveau d'autonomie d'un salarié ou d'une personne qui a un diplôme. Donc c'est très bas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent chez nous, en fait, au niveau 2, en gros. Non. On peut peut-être en créer un, puis dans quelle tranche on met... Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un type de diplôme? Typiquement, il s'interroge sur le CLEA, notamment, sur des formations de cette nature qui pourraient rentrer dans cette nomenclature. Donc, jusqu'à présent, les CQP n'étaient pas du tout, ne faisaient pas partie de cette nomenclature. Il n'est pas question non plus qu'elles apparaissent demain. Aujourd'hui, c'est un sujet qui apparaît. Excusez-moi. Oui. Du coup, c'est mis en place à partir de... Alors, le décret est tombé la semaine dernière. Donc, c'est en cours. Alors, d'ici à ce que tout soit harmonisé, il va y avoir un petit peu de temps parce que là, ça bouscule un petit peu notre façon de penser et de communiquer. Et comme de toute façon, en janvier 2020, il ne sera tranché que la partie master et doctorat, il est fort à parier que cette grille, elle ne soit pas forcément très utilisée cette année. C'est-à-dire par rapport aux personnes qu'on accompagne, on fait ça à partir de 2020, quoi. Parce qu'ils vont pas, les employeurs ne vont pas être de toute façon, encore une fois, le décret étant tombé la semaine dernière, forcément, il va y avoir derrière une communication, il va y avoir la RNCP, la CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles, qui va communiquer aussi grandement. Il va y avoir automatiquement un travail de nouvelle nomenclature ou du moins d'équivalence. Donc, ça va se faire dans ce cours de l'année. C'est vraiment tout frais. Oui. Mais c'était important parce que ça va quand même un peu changer les choses. Alors, est-ce que vos propres diplômes, il faut les faire convertir? Mais de toute façon, ils seront convertis. Vous ne pourrez pas, vous, avoir un diplôme, je dis n'importe quoi, de niveau 1 aujourd'hui qui ne vaudrait plus rien demain. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne? Non, du tout. Non, il va y avoir de... Non. Il faut effectivement suivre les travaux de la CNCP, de France Compétences. France Compétences a absorbé toute la partie référentielle. Je voulais juste faire un tout petit point, un tout petit focus sur les opérateurs de compétences. Donc jusqu'à présent, on avait des OPCA, qui étaient aussi en charge de tout ce qui était récupération des fonds. Demain, on aura des opérateurs de compétences. Donc l'État avait fixé le nombre d'opérateurs de compétences à 10 maximum, là où on avait 19 OPCA auparavant. Il faut savoir qu'il y a 13 demandes de dossiers qui ont été déposés auprès du ministère. Autant dire que 13 et 10, il y en a 3 de trop. Et donc on saura courant février quels sont les OPCO qui seront retenus. Donc est-ce que ce sera 10, est-ce que ce sera 11, est-ce que ce sera 13?
Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce que rien n'est défini. Par contre, il y a 13 demandes qui ont été déposées auprès du ministère. Donc leur mission demain, ça sera assurer le financement des contrats d'apprentissage, toute l'alternance en général, selon les prises en charge qu'on a vues tout à l'heure avec des coûts fixes. Ce sera d'accompagner dans la construction des référentiels de certification des branches. Donc, ils vont effectivement continuer à travailler sur toute la formation et l'ingénierie de formation. Ça sera favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation et la transition professionnelle. Et donc là, c'est vraiment de la communication, et notamment communication plus orientée auprès des très petites entreprises, puisque ils gardent la gestion de l'accès à la formation des entreprises de moins de 50 salariés. Au-delà, c'est effectivement l'entreprise qui finance, comme elle l'entend, mais en deçà, il y a effectivement une obligation qui reste importante, puisque aujourd'hui, il n'y a que 18% des salariés des TPE qui sont formés, autant dire très très peu. L'idée, c'est d'arriver à accélérer un petit peu ou développer un peu cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur les OPCO? Ils n'existaient pas avant, en fait. Non, en fait, ils remplacent les OPCA. Ah, d'accord. Donc les OPCA, alors là, évidemment, normalement, la loi Avenir Professionnel avait vocation à avoir une transition qui soit la plus souple possible. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les OPCA ont tous reçu un agrément pour 2019 pour pouvoir avoir la qualité d'OPCO. Voilà. Mais à partir du mois d'avril, normalement, on devrait connaître les 10, 11, 12, 13 OPCO qui seront désormais constitueront le paysage des opérateurs de compétences. Et le FONGECIF restera avec elle? Donc le FONGECIF, en fait, il a vocation comme les OPACIF, ils ont vocation à disparaître en fin d'année 2019 et ils ont vocation à muter vers les CEPIR. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, puisque les CEPIR ne sont pas encore nommés. C'est la raison pour laquelle il y a cette transition avec le FONGECIF et les OPACIF. Alors, je voulais faire un dernier point avant qu'on passe aux questions sur la qualité. Aujourd'hui, en fait, on a Datadoc, qui est en fait la plateforme qui permet de certifier pour un financeur qu'un organisme de formation travaille dans la qualité. C'est Datadoc, ça va être Datadoc encore pendant toute l'année. Par contre, à partir du 1er janvier 2021, tous les organismes de formation, tous les opérateurs de formation vont avoir l'obligation de détenir une certification. Une certification qui est en cours d'élaboration. Ce serait trop simple que ce soit déjà fait. Donc le Datadoc, c'était 6 critères et c'était 21 indicateurs. Le nouveau référentiel, pour ce qu'il en est, parce qu'ils sont toujours en réflexion, ils sont toujours en réunion. Donc rien n'est calé, mais aux dernières informations, il y aurait 7 critères. Donc un critère supplémentaire. Pour le reste, il y a quelque chose de très très proche de Datadoc et 44 indicateurs. Donc il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, tout formateur, tout organisme de formation devront être certifiés si effectivement ils veulent pouvoir dispenser des formations avec des fonds mutualisés ou des fonds publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un organisme de formation qui déciderait de ne travailler qu'avec des entreprises sans avoir de fonds mutualisés, pourrait ne pas être certifié. Sauf si l'entreprise lui impose, comme aujourd'hui c'est déjà le cas, de déjà être datadocké. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ok, mais démontrez-moi que vous êtes dans la qualité. Est-ce que vous êtes référençable sur Datadoc? Oui, non. » Voilà. Et donc demain, c'est effectivement ce qui va déterminer qu'un organisme travaille dans la qualité ou pas. Donc aujourd'hui, personne n'est habilité pour cette nouvelle certification, évidemment elle n'existe pas. Par contre, tous les organismes qui voudront être organismes certificateurs devront être habilités par le COFRAC, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le PQF, il y a l'ISO, il y a tout ça. Ce sont des labels qualité qui sont reconnus par le COPANEF et qui sont tous COFRAC, il y en a à peu près 45-46 aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y en ait moins. Ils veulent réduire un peu et ils veulent faire en sorte que
il n'y ait qu'une seule certification. Là, aujourd'hui, il y en a plein, il y a ISO, demain, il y aura une seule certification. Ça sera la certification qualité, elle n'a pas encore de nom, mais elle sera effectivement obligatoire pour tous les organismes de formation et, a priori, les formateurs. C'est un sujet qui, a priori, est évoqué, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Alors nous, on est actuellement en formation de formateurs, justement chez Next, dans la boîte de Versailles. Et on a vu avec nos formateurs récemment, justement, tout le référentiel Datadog avec les 6 critères et les 21, ouais. Et c'est déjà compliqué pour se faire référence à Datadog. Alors 44 indicateurs. Et 7 critères. Ouais, ça va être encore plus compliqué. Exactement. Parce que même les formateurs indépendants peuvent se faire référence à Datadog. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas obligé d'être organisme. En fait. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, on vous le conseille, même si c'est une démarche compliquée, parce que vous avez effectivement une partie des éléments qui sont plus dévolus à l'organisme avec lequel vous travaillez. Et là, donc la certification Datadog, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer sur la plateforme. Alors ça, évidemment, ça sera payant. On considère qu'effectivement, c'est... puis en plus, c'est une vraie certification, il y a un vrai travail derrière, avec des vrais auditeurs, avec... en fait, ça sera l'équivalent d'un ISO ou d'une certification OPQF aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, c'est un vrai dépôt de dossier, c'est un vrai audit, il y a un vrai travail assez important. Et donc là, on aura cette obligation. Donc, a priori, il pourrait y avoir un coût qui pourrait être de l'ordre de 3 000 €, mais voilà, ils sont sur quelque chose qui pourrait... Mais rien n'est finalisé, c'est encore en cours de travaux. Comme dans beaucoup de branches, la grosse structure va pouvoir se référencer, et parce que financièrement, il n'y a pas de souci, et parce qu'elle a plein de petites mains pour remplir les critères et les indicateurs. En tant qu'individu... Indépendant, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Alors après, voilà, ils réfléchissent sur cette partie-là. Aujourd'hui, ils en sont encore au stade des réflexions. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'un peu simplifié pour un indépendant, ou est-ce que... en tout cas, ils s'interrogent. Et quand on est certifié, c'est à vie jusqu'à ce qu'on... Eh bien non, c'est pour 3 ans. 3 ans. Là, aujourd'hui, les certifications sont 4 années. Là, ça serait 3 ans, puisqu'effectivement, ça permet de renouveler sa cotisation au certificateur. On augmentera nos tarifs. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la réforme. Donc, encore une fois, on est allé relativement rapidement. L'idée, c'était pas de rentrer dans le détail, déjà parce qu'encore une fois, vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'écriture et tous les décrets ne sont pas publiés. Mais voilà, vous avez quand même quelques grandes lignes avec des points qui sont des points sur lesquels vous pouvez vous raccrocher. Donc, si vous avez des questions complémentaires. Si on ne veut pas se lancer Si vous ne voulez pas vous lancer dans Datadog, alors vous ne pourrez avoir accès à aucun financement public ou... Il faut que le client ait les moyens. Il faut que ce soit une entreprise qui décide de vous financer sans pour autant le faire, sans pour autant bénéficier d'aucun Donc il a les moyens de lâcher. Après, encore une fois, toutes les entreprises depuis sont tombées la semaine dernière. Donc ça, c'est en cours. Alors d'ici à ce que tout soit harmonisé, il va y avoir un petit peu de temps parce que là ça bouscule un petit peu notre façon de penser et de communiquer. Et comme de toute façon en janvier 2020 il ne sera tranché que la partie master et doctorat, il est fort à parier que cette grille elle ne soit pas forcément très utilisée cette année. C'est-à-dire par rapport aux personnes qu'on accompagne, on fait ça à partir de 2020 quoi. Parce qu'ils vont pas, les employeurs ne vont pas être De toute façon, encore une fois, le décret étant tombé la semaine dernière, forcément, il va y avoir derrière une communication, il va y avoir la RNCP, la CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles, qui va communiquer aussi grandement. Il va y avoir automatiquement un travail de nouvelle nomenclature ou du moins d'équivalence. Donc, ça va se faire dans ce cours d'année. C'est vraiment tout frais. Mais c'était important parce que ça va quand même un peu changer les choses. Alors, est-ce que vos propres diplômes, il faut les faire convertir? Ah, mais de toute façon, ils seront convertis. Vous ne pourrez pas, vous, avoir un diplôme, je dis n'importe quoi, de niveau 1 aujourd'hui qui ne vaudrait plus rien demain. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne? Non, du tout. Non, il va y avoir de... Non. Il faut effectivement suivre les travaux de la CNCP.
de France Compétences. France Compétences a absorbé toute la partie référentielle. Je voulais juste faire un tout petit point, un tout petit focus sur les opérateurs de compétences. Donc jusqu'à présent, on avait des OPCA, qui étaient aussi en charge de tout ce qui était récupération des fonds. Demain, on aura des opérateurs de compétences. Donc l'État avait fixé le nombre d'opérateurs de compétences à 10 maximum, là où on avait 19 OPCA auparavant. Il faut savoir qu'il y a 13 demandes de dossiers qui ont été déposés auprès du ministère. Autant dire que 13 et 10, il y en a 3 de trop. Et donc, on saura courant février quels sont les OPCO qui seront retenus. Donc, est-ce que ce sera 10? Est-ce que ce sera 11? Est-ce que ce sera 13? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce que rien n'est défini. Par contre, il y a 13 demandes qui ont été déposées auprès du ministère. Donc, leur mission demain, ça sera assurer le financement des contrats d'apprentissage, toute l'alternance en général, selon les prises en charge qu'on a vues tout à l'heure avec des coûts fixes. Ce sera d'accompagner dans la construction des référentiels de certification des branches. Donc, ils vont effectivement continuer à travailler sur toute la formation et l'ingénierie de formation. Ça sera favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation et la transition professionnelle. Et donc là, c'est vraiment de la communication, et notamment communication plus orientée auprès des très petites entreprises, puisqu'ils gardent la gestion de l'accès à la formation des entreprises de moins de 50 salariés. Au-delà, c'est effectivement l'entreprise qui finance, comme elle l'entend, mais en deçà, il y a effectivement une obligation qui reste importante, puisque aujourd'hui, il n'y a que 18% des salariés des TPE qui sont formés, autant dire très très peu. L'idée, c'est d'arriver à accélérer un petit peu ou développer un peu cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur les OPCO? Ils n'existaient pas avant, en fait. Non, en fait, ils remplacent les OPCA. Ah, d'accord. Donc les OPCA, alors là, évidemment, normalement, la loi Avenir Professionnel avait vocation à avoir une transition qui soit la plus souple possible. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les OPCA ont tous reçu un agrément pour 2019 pour pouvoir avoir la qualité d'OPCO. Voilà. Mais à partir du mois d'avril, normalement, on devrait connaître les 10, 11, 12, 13 OPCO qui seront désormais constitueront le paysage des opérateurs de compétences. Et le FONGECIF restera avec elle? Donc le FONGECIF, en fait, il a vocation comme les OPACIF, ils ont vocation à disparaître en fin d'année 2019 et ils ont vocation à muter vers les CEPIR. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, puisque les CEPIR ne sont pas encore nommés. C'est la raison pour laquelle il y a cette transition avec le FONGECIF et les OPACIF. Alors, je voulais faire un dernier point avant qu'on passe aux questions sur la qualité. Aujourd'hui, en fait, on a Datadoc, qui est en fait la plateforme qui permet de certifier pour un financeur qu'un organisme de formation travaille dans la qualité. C'est Datadoc, ça va être Datadoc encore pendant toute l'année. Par contre, à partir du 1er janvier 2021, tous les organismes de formation, tous les opérateurs de formation vont avoir l'obligation de détenir une certification. Une certification qui est en cours d'élaboration. Ce serait trop simple que ce soit déjà fait. Donc le Datadoc, c'était 6 critères et c'était 21 indicateurs. Le nouveau référentiel, pour ce qu'il en est, parce qu'ils sont toujours en réflexion, ils sont toujours en réunion. Donc rien n'est calé, mais aux dernières informations, il y aurait 7 critères. Donc un critère supplémentaire. Pour le reste, il y a quelque chose de très très proche de Datadoc et 44 indicateurs. Donc il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, tout formateur, tout organisme de formation devront être certifiés si effectivement ils veulent pouvoir dispenser des formations avec des fonds mutualisés ou des fonds publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un organisme de formation qui déciderait de ne travailler qu'avec des entreprises sans avoir de fonds mutualisés, pourrait ne pas être certifié. Sauf si l'entreprise lui impose, comme aujourd'hui c'est déjà le cas, de déjà être datadocké. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ok, mais démontrez-moi que vous êtes dans la qualité,
Est-ce que vous êtes référençable sur Datadoc? Oui, non. Voilà. Et donc demain, c'est effectivement ce qui va déterminer qu'un organisme travaille dans la qualité ou pas. Donc aujourd'hui, personne n'est habilité pour cette nouvelle certification, parce qu'évidemment elle n'existe pas. Par contre, toutes les organismes qui voudront être organismes certificateurs devront être habilités par le COFRAC, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le PQF, il y a l'ISO, il y a tout ça. Ce sont des labels qualité qui sont reconnus par le COPANEF et qui sont tous COFRAC, il y en a à peu près 45-46 aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y en ait moins. Ils veulent réduire un peu et ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule certification. Là, aujourd'hui, il y en a plein, il y a ISO, demain, il y aura une seule certification. Ça sera la certification qualité, elle n'a pas encore de nom, mais elle sera effectivement obligatoire pour tous les organismes de formation et, a priori, les formateurs. C'est un sujet qui, a priori, est évoqué, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Alors nous, on est actuellement en formation de formateurs, justement chez Next, donc à bord de l'ARSAI. Et on a vu avec nos formateurs récemment, justement, tout le référentiel Datadog avec les 6 critères et les 21, ouais. Et c'est déjà compliqué pour se faire référence à Datadog. Alors 44 indicateurs. Et 7 critères. Ouais, ça va être encore plus compliqué. Exactement. Parce que même les formateurs indépendants peuvent se faire référence à Datadog. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être organisme. En fait. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, on vous le conseille, même si c'est une démarche compliquée, parce que vous avez effectivement une partie des éléments qui sont plus dévolus à l'organisme avec lequel vous travaillez. Et là, donc la certification Datadog, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer sur la plateforme. Alors ça, évidemment, ça sera payant. Je considère qu'effectivement, c'est... puis en plus, c'est une vraie certification, il y a un vrai travail derrière, avec des vrais auditeurs, avec... en fait, ça sera l'équivalent d'un ISO ou d'une certification au PQF aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, c'est un vrai dépôt de dossier, c'est un vrai audit, il y a un vrai travail assez important. Et donc là, on aura cette obligation. Donc, a priori, il pourrait y avoir un coût qui pourrait être de l'ordre de 3 000 €, mais voilà, ils sont sur quelque chose qui pourrait... Mais rien n'est finalisé, c'est encore en cours de travaux. Comme dans beaucoup de branches, la grosse structure va pouvoir se référencer, et parce que financièrement, il n'y a pas de souci, et parce qu'elle a plein de petites mains pour remplir les critères et les indicateurs. En tant qu'individu indépendant, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors après, voilà, ils réfléchissent sur cette partie-là. Aujourd'hui, ils en sont encore au stade des réflexions. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'un peu simplifié pour un indépendant, ou est-ce que... en tout cas, ils s'interrogent. Et quand on est certifié, c'est à vie jusqu'à ce qu'on... Eh bien non, c'est pour 3 ans. 3 ans. Là, aujourd'hui, les certifications sont 4 années. Là, ça serait 3 ans, puisqu'effectivement, ça permet de renouveler sa cotisation au certificateur. On augmentera nos tarifs. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la réforme. Donc, encore une fois, on est allé relativement rapidement. L'idée, c'était pas de rentrer dans le détail, déjà parce qu'encore une fois, vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'écriture et tous les décrets ne sont pas publiés. Mais voilà, vous avez quand même quelques grandes lignes avec des points qui sont des points sur lesquels vous pouvez vous raccrocher. Donc, si vous avez des questions complémentaires.